Bonjour et bienvenue dans Point de vue l'entretien. Chez Mian TV, nous avons fait le choix d'un format d'interview qui prend de la hauteur. Un espace de réflexion destiné aux décideurs, cadres dirigeants, responsables publics, entrepreneurs et leaders d'opinion qui souhaitent comprendre les dynamiques profondes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, au-delà de l'actualité immédiate et de la politique politicienne. Notre invité aujourd'hui est Fabrice Lago, plus connu sous le nom de Steve Biko, stratège en communication politique, intellectuel engagé et cadre du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Il est l'un des visages les plus connus du débat politique ivoirien contemporain. Cet entretien sera subdivisé en 3 grandes parties. D'abord, le parcours académique, intellectuel, les références, la place de l'héritage politique et la question du panafricanisme dans un monde en recomposition. Ensuite, l'économie et le business, au cœur de la trajectoire ivoirienne. Croissance soutenue, ressources naturelles, fiscalité, capital humain et ce décalage persistant entre performance macroéconomique et développement humain. Enfin, l'actualité politique récente, marquée par les choix stratégiques de l'opposition, les élections de 2025 et une recomposition institutionnelle qui pose des questions centrales sur la gouvernance, la représentativité et l'avenir démocratique du pays. Monsieur Fabrice Lago, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va démarrer par votre parcours. On vous voit beaucoup, je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous êtes un visage connu aujourd'hui de la sphère publique, politique, des débats, etc. Mais peut-être que les personnes qui vous regardent et qui vous écoutent habituellement ne savent pas trop l'homme derrière toutes ces prises de position, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez revenir un peu sur votre parcours, notamment académique et professionnel, pour qu'on comprenne un peu votre trajectoire sur ce... Ah oui, bien sûr. D'abord, j'ai fait une maîtrise en lettres modèles à l'université de Cocody. Très bien. Je pense que je me préparais à faire ma thèse en lettres modèles. D'accord. En littérature française du XVIIe siècle plus précisément. Lorsqu'il y a eu les événements d'avril 2011, j'ai dû me retrouver à l'étranger. Donc, une fois en Europe, j'ai délaissé la littérature pour la communication. C'est un choix stratégique qui cadrait plus avec mon engagement politique. Donc, je me suis inscrit à l'UPEC, à l'Université Paris-Créteil. J'ai fait un master en communication politique et publique. Voilà, j'ai aussi fait un certificat en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Je pense que les événements politiques étant plus calmes, ce serait bien que je pense à terminer ma thèse à l'UPEC. Parce que mon prof m'étalonne depuis. En communication cette fois-ci ou en lettres modèles? En communication, oui. Voilà. Donc professionnellement, effectivement, je travaillais en Europe avec certains cabinets, avec certains de mes professeurs, parce que la plupart, ils étaient déjà en cabinet. Depuis que je suis revenu en Côte d'Ivoire, vous savez, la difficulté, je l'expliquais la dernière fois, la difficulté, c'est d'à la fois exercer le métier et être soi-même dans la pratique. C'est la plupart des difficultés que rencontrent les communicants ou les stratèges politiques. Donc là, aujourd'hui, on a une boîte de communication qui fait de la communication 360 depuis la conception de la stratégie jusqu'à la déclinaison dans le domaine de l'imprimerie et tout ça. Ok. Donc, vous êtes entrepreneur ou? Ah ben oui, bien. On voit, en tout cas, beaucoup de rapports le mettent en exergue. La Côte d'Ivoire affiche depuis plus d'une décennie maintenant une croissance qui est soutenue et qui est régulièrement saluée par les institutions internationales. Le taux de pauvreté a reculé d'après les données disponibles. Les infrastructures ont nettement progressé. Ça se voit par exemple dans une ville comme Abidjan. Plusieurs indicateurs macroéconomiques également sont dans le vert. Est-ce que on peut aujourd'hui objectivement nier ces progrès? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, ou en tout cas une frange de la population, que ce soit du côté de la société civile comme des partis politiques, qui tend à nier ces progrès, ou vous reconnaissez qu'il y a ces progrès, mais vous avez un point de désaccord avec le récit économique dominant parce que selon vous, ce n'est pas suffisant. On a vu dans le débat public les notions d'IDH, etc. Et le fait que cette croissance finalement
même si elle est mise sur papier, que les institutions la saluent, l'Ivoirien moyen n'en bénéficie pas réellement. C'est quoi votre posture par rapport à ça? Effectivement, il y a une croissance. On va pas le nier, on n'est pas des négationnistes. Il y a effectivement une croissance. Le taux de pauvreté a reculé. Je crois que la croissance tourne autour de 6 ou 7% l'année. Donc oui, effectivement, il y a une croissance. Après, il faut ouvrir les chiffres. Les chiffres macro sont au top. Oui, effectivement. Mais la véritable discorde que nous avons avec ce modèle économique vient du fait que la croissance est financée par quoi? Par les marchés publics. Les marchés publics sont financés par quoi? Par l'endettement. Et les marchés publics qui sont justement, qui appliquent, qui ont ces marchés qui financent la croissance, la plupart c'est des entreprises internationales. Donc ça découle sur quoi? Sur une mauvaise redistribution des richesses. Vous savez, on aime utiliser le PIB pour illustrer cette croissance, mais le PIB c'est une moyenne. Donc si on a 3 qui ont 10 sur 10 et que on a 4, 5, 6 autres qui ont 1 sur 10, si on calcule, on peut tous avoir 5 sur 10. Il serait une belle moyenne. Non, si on creuse, on verrait que la majorité ne s'en sort pas. Donc, on a un problème au niveau de la redistribution des richesses. Nous pensons qu'on ne peut pas financer la croissance seulement avec de l'endettement. La preuve, on avait obtenu l'initiative PP2 en 2010. Aujourd'hui, on a multiplié l'endettement de la Côte d'Ivoire par 20, par 30, voire par 30. Maintenant, quand on s'est endetté à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a financé? Est-ce qu'on a industrialisé? Est-ce qu'on a créé de la valeur ajoutée? On est toujours à l'étape des pays rentiers. Donc oui, il y a une croissance que nous ne nions pas, mais cette croissance-là, elle est endossée sur les marchés publics. Le secteur privé ne pèse pas grand-chose sur le marché public. Et puis les marchés publics qui eux-mêmes sont appuyés par l'endettement. Oui. Quand vous voyez le budget, vous prenez le budget de la Côte d'Ivoire chaque année, il est financé entre 30, 40, 50% par l'an de l'endettement. Depuis au moins 15 ans maintenant. Donc oui, il y a des avancées. Oui, les chiffres macro sont rassurants. Mais nous, au quotidien, nous échangeons avec les Ivoiriens. Est-ce que les conditions de vie et de travail des Ivoiriens se sont améliorées? Je pense que non. Parce que il y a un problème au niveau de la redistribution de la richesse. Et c'est pourquoi nous sommes de gauche. Très bien. Je pense que sur le sujet de la redistribution, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Je pense que la Banque mondiale même avait sorti un rapport sur la Côte d'Ivoire au port du paradis. C'est vrai que la Banque mondiale avait mis en évidence également un ensemble de points positifs, mais avait attiré l'attention sur le sujet de la redistribution et notamment de permettre à plus d'Ivoiriens de bénéficier de services sociaux de base, etc. Donc, on espère que ce sont des choses qui vont progresser dans les prochaines années. Vous avez parlé d'un point important qui est la dette. Alors, les autorités actuelles mettent souvent en perspective le fait qu'effectivement la dette peut avoir grandi en valeur absolue, mais que sur le ratio dette sur PIB, on serait en tout cas encore dans la moyenne de l'UEMOA qui, je crois, doit être au maximum à 70%. Il me semble que la Côte d'Ivoire serait à 60% à peu près, entre 54 et 60% à peu près. Donc, le discours officiel, c'est de dire que on est dans les ratios. Non, ça la question. Ce que vous dites, ça me donne envie d'insister sur deux choses. Ok. La première chose, c'est l'IDH. Je pense que vous en avez parlé dans votre première question. Si on a une si belle croissance, pourquoi au niveau de l'IDH, on est faible? Parce qu'on n'investit pas dans le capital humain. C'est ça la vérité. Si on investissait dans le capital humain, on aurait de meilleures écoles, on aurait de meilleurs centres de santé, on aurait de meilleures universités. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Quel est notre classement? Quand on classe les universités, les plus grandes universités en Afrique, on se situe où? Quand on classe les bons centres de santé aujourd'hui en Afrique, même nos chefs ils vont se soigner à l'étranger. Donc cette croissance, c'est pour ça que je dis que cette croissance-là, elle ne profite pas au peuple. Maintenant, quand vous me dites que la soutenabilité de notre dette, vous savez, ce discours que vous tenez, c'était le discours qui tenait le gouvernement de Macky Sall avant qu'il ne perde le pouvoir. Parce que la dette là-bas était jugée soutenable. Et toutes les institutions internationales tenaient le même discours. Il a fallu que Macky Sall quitte le pouvoir pour qu'on se rende compte que les chiffres avaient été maquillés et que la dette explosait. Aujourd'hui, le jeune gouvernement qui est en place est obligé de se battre un peu partout pour régler la question de la dette. Donc oui, moi je me méfie des chiffres. Par expérience, des chiffres macro, je préfère échanger avec l'Ivoirien lambda pour voir si ses conditions de vie et de travail se sont améliorées. Je préfère discuter avec le fonctionnaire ivoirien pour voir si ses conditions de vie et de travail se sont améliorées. Je préfère discuter avec le paysan
pour voir si ces conditions de vie et de travail se sont améliorées parce qu'on est toujours à la daba et à la machette. Et le secteur cacao traverse une crise qu'on ne peut pas ignorer là présentement parce qu'on a donné des très gros prix à l'approche de la campagne électorale. Et puis juste après la campagne, les paysans tirent présentement le diable par la clé. Donc oui, les chiffres macro sont au top. Oui, les institutions internationales disent que notre dette est soutenable, mais je rappelle que la dette de la Grèce était soutenable avant qu'elle ne soit en faillite. La dette du Sénégal était soutenable avant qu'on se rende compte que les chiffres étaient maquillés. Moi, je pense que les indicateurs les plus pertinents, c'est d'échanger avec les Ivoiriens au quotidien. Et quand nous, on le fait, on sait que ça va pas. Donc, peut-être que ça va pour les chiffres, ça va pour le macro, ça va pour les institutions internationales, mais peut-être que cet argent-là, dont on nous parle, n'est pas encore arrivé dans la poche des Ivoiriens. Vaste sujet. Parce que je pense que sur le plan économique, effectivement, vu la trajectoire de la Côte d'Ivoire dans ce domaine, ça va être un sujet sur lequel il va falloir s'appesantir pour s'assurer, effectivement, qu'on réduise le phénomène d'orpaillage clandestin, mais qu'on puisse, effectivement, s'assurer aussi d'une bonne redistribution et notamment dans les localités, qui accueillent justement ces grandes compagnies multinationales pour que la population puisse en bénéficier, sur place. Sur l'agriculture maintenant, donc toujours sur le sujet des matières premières, la Côte d'Ivoire est un pays agricole significatif, en tout cas en Afrique. Café, cacao, anacards, coton, palmier à huile, EVA, etc. Le niveau de transformation reste encore un peu en deçà des ambitions affichées, même si sur ces dernières années notamment, on a noté, ou en tout cas les données officielles montrent qu'il y a eu, pour le cacao par exemple, en termes de première transformation, de gros efforts qui ont été faits sur le plan industriel. Je crois que sur le palmier à huile également, les entreprises locales arrivent à faire une transformation jusqu'à obtenir un produit final qui soit assez intéressant. Je vais pas citer le nom de grandes entreprises que vous connaissez très probablement. Sur l'anacards, je pense qu'il y a encore des défis. Le niveau de transformation il y a quelques années était de moins de 10%. J'avoue que j'ai pas les chiffres les plus récents. Donc on sent qu'il y a des efforts qui sont faits, mais en même temps avec le potentiel du pays, on se dit qu'il y a beaucoup plus à faire, notamment pour réduire le chômage et agir sur la redistribution des richesses. Quelle lecture vous faites de ce secteur en particulier qui est absolument fondamental pour la Côte d'Ivoire? Le premier président, je crois qu'il en avait fait son slogan. C'est un slogan que tout Ivoirien connaît. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Je sais plus si c'est le cas aujourd'hui. Enfin, c'est un grand pourvoyeur de devises en tout cas. Mais voilà, quelle lecture est-ce que vous faites de ce secteur? Non, vous savez, ce que vous dites, c'est tellement intéressant. L'agriculture, je dis, emploie 40%, 45%. Dans le secteur de l'emploi, 45% des personnes travaillent dans le domaine agricole. Et puis, on a des gens au pouvoir qui ont décidé de construire la plus grande tour d'Afrique. Au lieu d'investir dans les moyens de transformation. Je pense que peut-être qu'après moi, il faudra les recevoir pour les demander pourquoi est-ce qu'ils ont préféré construire la plus grande tour d'Afrique au lieu d'investir ces fonds-là en formation. On devrait les recevoir pour leur poser la question parce que c'est ceux qui peuvent répondre. Quel est l'intérêt pour le paysan de Digonifla d'avoir la plus grande tour d'Afrique? Alors que on peut investir dans les moyens de transformation pour qu'il ait une plus-value. Parce que même la plus-value, les moyens de la transformation, donc, qui en bénéficie? Mais est-ce que finalement le paysan l'un empêche l'autre? Le paysan, mais c'est ce que j'ai. D'avoir la plus haute tour d'Afrique et d'investir dans les capacités productives. Si on peut faire les deux à la fois, alléluia. Mais quand on peut pas le faire, on fait quoi? Question de priorité. Donc, quand cette première transformation dont vous parlez, qui en bénéficie? Parce qu'on dit souvent, non, la Côte d'Ivoire a commencé à transformer, oui. Qui en bénéficie? Le paysan? Non, du tout. Parce que le paysan, lui, paye toujours des fèves. Et quand les entreprises transforment, le paysan gagne quoi? Je vous pose la question, on a tous des parents qui sont planteurs. Vous me dites que le taux de transformation a augmenté. Je suis bien d'accord avec vous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte aux paysans qui cultivent le cacao? Qu'est-ce que ça lui apporte? Rien du tout. Ça veut dire que le paysan qui vend ses fèves à Vavois ou à Mans, qu'est-ce que le fait qu'une entreprise fasse la première transformation en mode de vente, qu'est-ce que lui, ça lui apporte? Quelle est la plus-value pour lui? Pour vous, qu'est-ce qui devrait changer justement Déjà, il faut mécaniser l'agriculture. Si on a une plus-value au niveau des premières transformations, il faut que cela bénéficie à ceux qui sont les producteurs de café et de cacao. Il faut mécaniser l'agriculture, il faut aider les producteurs. Oui, mais quand on n'aide pas les producteurs, quand aujourd'hui on les arrête, qui se plaignent? Parce que c'est ça en Côte d'Ivoire.
Je pense qu'il y a 2 qu'on avait arrêtés et après on a fait un petit chantage pour les libérer. Et puis, en contrepartie. Mais comment vous faites le lien entre mécanisation et le fait que ces paysans reçoivent une meilleure, comment dire, rétribution par rapport à leur travail? Est-ce que le défi, c'est pas aussi peut-être de mieux structurer l'environnement financier et que justement on ait des producteurs qui agissent sur une grande partie de la chaîne de valeur et qui se mettent par exemple en coopérative avec ça, avoir les usines avec ça déjà. On a essayé. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, c'était les grandes coopératives. Il y avait même les GVC. Voilà, je vous apprendrai. Ce que moi, je dis, quand je suis allé dans des champs de cacao, moi, quand j'étais. Vous faites quoi là? Quand j'étais devait expliquer. Moi, quand j'étais là, je faisais en vacances au village. Oui. Et on travaillait à la machette. C'est que pour nettoyer un champ de cacao, on est obligé de se faire aider par 2 personnes. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine passée. Dans le champ de cacao, on y travaille toujours à la machette. C'est factuel, c'est des faits. Donc, pour nous, il faut déjà faciliter. Quand on parle aujourd'hui dans les grandes nations de pénibilité du travail, c'est une notion qu'on ne peut pas ignorer. Donc, après, on se plaint que les jeunes ne retournent pas à la terre. Non, vous imaginez moi retourner à la terre pour travailler à la daba, à la machette comme mes grands-pères. Non. Par contre, si les entreprises qui justement font cette première transformation, donc il y a une grosse plus-value par rapport aux paysans, aident les paysans à mécaniser, oui, je peux repartir à l'agriculture. Quand on voit dans les grands, la France, par exemple, c'est un grand pays agricole. Moi, vous voyez des jeunes agriculteurs de 18 ans, des agriculteurs de 20 ans. Vous pensez que c'est le même agriculteur que chez nous? Non, du tout. Ils ne travaillent pas à la daba et à la machette. Donc, nous pensons que, au lieu de construire la plus grande tour d'Afrique, il faut utiliser, comme on n'a pas un portefeuille volumineux éternellement, il faut travailler à mécaniser l'agriculture. Et puis, ce que vous dites, ça rentre pas en contradiction. Tout en organisant le secteur agricole. C'est mieux si les paysans s'organisent en coopérative. Aujourd'hui, ce qui se passe, allez dans les villages. Moi, j'étais au village tout récemment. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont acheter et donnent des papiers aux paysans. C'est-à-dire que vous donnez votre cacao et au lieu de vous donner de l'argent, vous donnez un papier qui atteste qu'on vous doit. Et vous n'avez aucun moyen de pression sur cet acheteur-là parce que vous êtes tellement loin que si vous n'acceptez pas de lui donner en contrepartie du papier, personne ne viendra chercher votre cacao. Voici la vérité. Aujourd'hui, ces grandes entreprises-là descendent même jusqu'au niveau des pisteurs. Ce sont des pisteurs qui se rendent dans les campements, dans les champs, pour démarcher le cacao. Donc, en général, le paysan, peut-être qu'il n'a qu'un seul interlocuteur, c'est le pisteur qui a l'habitude de venir là. Et quand tu lui dis, j'achète ton cacao à ce coût-là, et je donne un papier, je viens te payer dans 2 ou 3 mois, il n'a d'autre choix que de lui donner. Donc oui, il faut d'abord penser. Moi, je pense que toute plus-value qui est emmenée soit par la transformation, soit par une meilleure organisation du secteur, doit profiter d'abord aux paysans. C'est ça, là. Mais quand on met en place la filière café-cacao, et puis il y a des détournements là-bas, notamment des 500 000. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un audit de KPMG qui était demandé par le gouvernement lui-même. Donc il y a des détournements là-bas. Comment vous voulez que le paysan qui est là-bas dans son village ait le courage de planter ce cacao pour que des bureaucrates détournent l'argent ici à Abidjan? Donc oui, vous voyez, c'est toute la chaîne de production qu'il faut repenser. Et il faut que on investisse suffisamment dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est le premier employeur de l'État du Côte d'Ivoire, comme je vous le disais. Je crois que juste après, c'est les services. Donc, il faut investir dans l'agriculture, mécaniser, donc améliorer les moyens de production. Ensuite, les circuits de vente dont vous parliez, faire en sorte qu'ils profitent aux paysans, donc les encourager à s'organiser en coopérative. Et puis, juridiquement, il faut travailler. Est-ce qu'on permet, par exemple, c'est une réflexion que j'ai, est-ce qu'on permet aux grands acheteurs d'aller acheter Bosch? Est-ce qu'on leur dit, par exemple, vous attendez ici, on vous amène le cacao là, et on crée les moyens de faire sortir le cacao, soit avec les coopératives, parce que là, le paysan est plus en position de force pour négocier compte tenu de la quantité du fait qu'il soit ça. Mais quand les grands groupes descendent jusqu'à dans les villages et dans les campements, ils deviennent les maîtres. Parce que ce sont eux qui fixent les coûts et les conditions. Donc oui, il y a eu des améliorations, au niveau notamment de la transformation, mais je regrette depuis 40 ans, depuis 50 ans, nos paysans, nos parents travaillent de la même manière. Donc il faut mécaniser, il faut aider à mécaniser l'agriculture. Il faut faire en sorte, et moi j'ai insisté là-dessus, moi quand je travaillais en Europe par exemple, les entreprises, on avait une obligation de RSE. Donc ces entreprises qui se font de l'argent en Côte d'Ivoire, qui se font de l'argent dans le milieu rural, il faut qu'elles aient une obligation de réinvestir une partie des bénéfices directement auprès des populations qui leur permettent de s'enrichir. Et ça, c'est une décision courageuse que l'État doit prendre. Si on imagine qu'on demande ne serait-ce que 3-5% des bénéfices à investir en RSE, dans une zone où vous achetez votre cacao, ou dans une zone où vous exploitez
de l'or, ou dans une zone où vous exploitez du fer, par exemple, ça profiterait directement aux populations rurales, aux populations villageoises. Donc oui, c'est des réflexions qu'il faut avoir. Très bien. Donc, on a parlé mécanisation, on a parlé des industriels, mais on a les grands groupes qui sont qui sont très présents sur le marché ivoirien. On parle de mise en place d'un écosystème aussi qui favorise l'entrepreneuriat dans ce domaine. Donc, peut-être favoriser l'émergence de vrais champions ivoiriens nationaux qui puissent aussi investir dans ce secteur-là. Donc c'est un sujet qui est assez vaste en tout cas. Donc sur le sujet, sur les questions agricoles. Donc pour vous, il y a un souci à la fois d'investissement, si on fait un résumé, de vision industrielle, de gouvernance des filières et de coordination publique-privée au final. Donc il y a beaucoup de dysfonctionnements dans la gestion de nos filières agricoles actuelles. Après, il y en a tellement que c'est difficile de faire une analyse objective de chacune des filières prises une à une, mais peut-être ça donne une idée globale des défis qui restent encore à relever de la filière. Est-ce que c'est une conclusion à laquelle vous arriveriez? Non, oui, il faut mécaniser, il faut industrialiser, et puis il faut diversifier. Pourquoi je parle de la diversification? Oui, aujourd'hui, on exporte du riz. On a créé un éphémère ministère du riz, je crois qu'il a duré 2 ou 3 mois avant d'être exclu à nouveau du gouvernement. Et tous les ans, on exporte du riz. Oui. Alors qu'on a la possibilité. On importe que vous On importe, du riz en grande quantité. Et tous les ans, ces quantités-là augmentent. Alors qu'on a la possibilité. Si on veut, est-ce que, moi, tout à l'heure, vous évoquiez Thomas Sankara. Mais est-ce que Thomas Sankara avait réussi? Ce que c'était l'autosuffisance alimentaire? Ça, on n'en parle pas assez. Parce qu'il y a des mesures que Thomas Sankara a prises au Burkina qui ont eu un impact direct. Aujourd'hui, le coton du Burkina, c'est l'un des cotons les plus recherchés, mais qui l'a valorisé, c'est Thomas Sankara. Mais ça fait partie aussi des idées que le panafricanisme promet. Donc oui, il faut diversifier notre économie agricole. Notamment sur la question du riz. Cet argent qu'on utilise chaque année pour importer du riz, est-ce qu'on ne peut pas prendre une partie et l'investir localement? Je pense que c'était l'idée avec le président Fouet, en créant ces grandes sociétés d'État comme la Sodesug. Je pense que dans le temps, à faire que j'ai eu l'occasion de visiter Dorby, il faut mécaniser, industrialiser et puis diversifier. Je pense que la solution, le schéma se trouve là. Si vous aviez aujourd'hui 3 réformes économiques prioritaires, voire urgentes, à mettre en place, que vous étiez en capacité de les implémenter, ce serait lesquelles? La première, ce serait l'urbanisation. Oui, l'urbanisation, c'est pas juste construire des maisons, c'est l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, vous avez 22% de la population ivoirienne qui se concentre à Abidjan. Et vous avez 80% de l'activité économique à Abidjan. Donc, tout le reste du pays se partage 20% de l'activité. Quelle est la conséquence qui tire? C'est que tout le monde vient à Abidjan pour se chercher, comme on dit chez nous. Donc, quand les gens viennent se chercher, ils doivent dormir. On construira en remblai, à Lagune, parler dormir. C'est là qu'on n'a pas les moyens de rembler la Lagune. Ça, c'est une violation de la loi pour les luxes. Pour ceux qui ont l'argent pour les luxes. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'argent, ils créent des bidonvilles dans lesquels ils dorment. Que bon, quelquefois, l'État cassé se retrouve à la rue. Donc, il faut faire en sorte que créer des zones industrielles à l'intérieur du pays. Pour que cette richesse-là soit partagée par toutes les populations. Il faut acter la capitale à Yamoussoukro. Il faut y travailler. Elle va pas résoudre tout le problème, mais elle peut permettre d'amorcer un début de solution. Il faudrait que quelqu'un a le bac à l'intérieur du pays, vient chercher du travail. Pas que tout le monde vient à chercher du travail. Mais on peut travailler à Boaké, on peut travailler à Msogro, on peut travailler à Bindjali, on peut travailler à Koroko. Mais ça, sur ce coup, justement, un ministre de l'enseignement supérieur pourrait rétorquer que, quand quelqu'un a le bac aujourd'hui, il y a l'université de San Pedro, il y a l'université de Korombo, etc., et qu'il y a d'autres universités dans d'autres parts. Quand je la maîtrise en droit à Korombo, je travaille. Après le bac, mais déjà après le bac, est-ce qu'il peut pas, rester dans sa zone? Déjà, ne serait-ce que plus 3, 4. Est-ce que ça ne le laisse pas? C'est le problème. C'est pas la question de où on fait quand c'est la question de l'employabilité. Okay. Tout le monde, c'est pour ça que je le dis, 80% de l'activité économique se consacre à Abidjan. Donc, quand on cherche du travail, le premier réflexe, c'est de venir à Abidjan. Donc, ce que j'ai ma maîtrise, moi, j'ai mes cadets qui a eu sa maîtrise à l'université
de Bouaké. Mais il est présentement chez moi à la maison. À Abidjan, il cherche de l'emploi. Il a essayé pendant 2 ans à Bouaké, il n'a rien trouvé. Parce que même les grandes entreprises qu'il avait à Bouaké, on a pu peut-être la rébellion pour les détruire. On les a pas remplacés, jusqu'à ce jour, on les a pas développés. Oui. Non. Aujourd'hui, comme il y a des secteurs peuvent employer des jeunes Ivoiriens à l'intérieur du pays. Donc, il faut revoir l'aménagement du territoire. Au lieu de créer des ministres, gouverneurs, qui ne servent à rien, strictement, il faut utiliser une partie de cet argent-là pour créer des organes industriels à l'intérieur du pays. Donc, il faut revoir l'aménagement du territoire. Parce que c'était ça le but de la décentralisation. De faire en sorte que et quand on a fait ça, parce que moi, tout commence par l'aménagement du territoire. Il faut faire en sorte qu'il y ait des universités thématiques. Donc, la première solution, c'est l'aménagement du territoire. La deuxième solution, c'est d'investir dans l'éducation, le capital humain. Il faut voir aujourd'hui l'adéquation entre les diplômes qu'on a et l'employabilité. Vous savez pourquoi j'ai versé la lettre moderne? Parce que ça m'offre pas assez de solutions. C'est pour ça que j'ai arrêté d'étudier les lettres en communication. En première année, les lettres modernes étaient 1000 en amphi. Quand on est arrivé en maîtrise, on était 500. Donc, nous sommes 500 qui avons eu la maîtrise la même année. On fait quoi? On va passer le concours de l'ENA, on va passer le concours de police, et tout. Et donc, on a des gens qui vont avoir la maîtrise, qui vont aller passer le concours de niveau bac, un concours de niveau BPC. Oui. En première année de criminologie, je me rappelle quand on était là-bas, ils étaient 800. En maîtrise, selon sincèrement, 500 ou 600, ils vont en psychologie, en sociologie. Donc, il faut réformer le système éducatif et mettre l'enseignant technique et professionnel. En nichance. Ça, c'est une nichance. Oui, et je vais vous donner un exemple simple pour illustrer ce que je dis. Pour entrer à l'ENS, il faut être admis au concours d'entrée à l'ENS. Mais on sait qu'il y a un véritable déficit d'enseignants aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On le sait dans les lycées et collèges. Mais pourquoi on compte pas ce déficit-là? Parce que justement, l'État, pour ne pas augmenter la masse salariale, on peut faire ne pas recruter. Donc, on a des écoles où il manque des professeurs de mathématiques, on a des écoles où il manque de professeurs de physique. Et nos cadets font le parcours avec ces manques-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut investir dans le technique et professionnel. On peut pas créer une industrie, parce que nous plaidons pour l'industrialisation. Donc, cette industrialisation, doit être soutenue par des gens qui ont le niveau, qui est la main-d'œuvre qualifiée pour accompagner cela. Donc, deuxième solution, ce serait d'investir dans le capital humain. Mieux centre de santé, mieux école. On n'a même pas de bibliothèque en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre programme. Ça, ce sera la deuxième solution. Donc, urbanisation, aménagement du territoire, gestion du territoire, et ensuite, capital. Investir dans le capital humain. La troisième solution, ce serait de faire en sorte de la priorité aux libertés publiques et individuelles. Je pense qu'un État ne se développe que les citoyens se sentent en confiance en la justice. Un État ne se développe que si les citoyens ont confiance dans la protection de leur liberté. Donc, pour vous, le droit comme arme économique. Mais bien sûr, parce que même vous voyez des gens qui investissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont besoin d'être rassurés sur l'environnement juridique des affaires. Ça fait partie des questions que vous vous posez lorsque vous voulez investir dans un État. Mais si vous avez l'impression que, on ne pourrait pas faire une communauté précise, mais lui, celui-là gagne toujours le procès parce que il a plus d'argent. Est-ce que cela vous encourage? Quand on se plaint de nos jeunes qui prennent des bateaux, qui vont sur la mer pour regagner l'Europe, ils y vont pourquoi? C'est pas parce que c'est un homme, j'ai entendu quelqu'un qui disait, c'était Maria, tu vois, qui disait non, ils sont riches. Ils sont pas riches. Ils ont un peu d'argent. Mais pour faire étudier ce peu d'argent qui leur reste là, pour tenter la voiture en Europe, plutôt que d'investir en Côte d'Ivoire, qu'on peut casser le boutique du jour au lendemain sans les dédommager, ou un plus grand peut venir les avaler sans que la justice ne leur donne raison. Donc, il faut travailler sur justement le but des affaires, mais faire en sorte que, parce que je parle aussi de démocratie, hein, il s'agit pas juste de but des affaires, la démocratie. Parce que s'il n'y a que la démocratie qui fait en sorte que les institutions qu'on imprime sont fortes. Parce qu'on peut faire tout le développement possible, mais s'il n'y a pas de démocratie, si on ne respecte pas les libertés publiques et individuelles, demain, deux zélés vont tirer quelque part, et puis tout ce développement qu'on a fait là, il tombe à l'eau. Alors que quand dans un État, on a l'opposition qui respecte les droits de la majorité, on a la majorité qui respecte les droits de l'opposition, cela contribue à la stabilité du pays. Donc, on pourrait énumérer plusieurs réformes, mais pour moi, ces trois réformes-là sont urgentes si on veut construire un véritable développement. Très bien. Donc, on a vu beaucoup de sujets économiques. Alors, est-ce qu'on va faire une petite conclusion sur ce projet économique en tant qu'acteur politique d'opposition? Quelle est votre lecture globale finalement du modèle économique ivoirien actuel? Est-ce un modèle à corriger?
ou pour vous, c'est un modèle à refonder complètement? Non, vous savez, depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire ou Bamba, c'est une bonne date. En vérité, les pays fondateurs, ils ont bien pensé au début. On a construit un pays agricole. On a construit des universités générales, des universités techniques pour accompagner justement ce développement-là. Donc, le modèle politique, il faut qu'on le corrige absolument. Aujourd'hui, quand je parlais de l'endettement, ça fait que nous ne sommes pas contre le fait de s'endetter. C'est une utilisation de la dette qui inquiète. Donc, la dette, pour nous, un État va s'endetter pour structurer son économie. C'est-à-dire qu'on s'endette pas pour financer son mariage. On s'endette pas pour s'acheter un nouveau costume, sauf si on entend le porter pour aller chercher de l'emploi. Donc, justement, la dette, il faut qu'on investisse dans des secteurs qui rendent la dette soutenable. Et aujourd'hui, vous avez vu que la Côte d'Ivoire a souscrit au processus de l'Union africaine contre les fonds vautours. Parce que justement, il y a une inquiétude à ce niveau. Il y a aussi la question du blanchiment des capitaux, qui est devenu un phénomène dont on est obligé de parler, un point qui repose à l'autre pôle pénal économique et financier, mais chaque jour, on juge des gens qui ont le blanchiment, au point qu'aujourd'hui, on est sur la liste grise du CAFI. Donc, oui, il y a des progrès qui ont été réalisés en 10 ans, mais il faut corriger. C'est au niveau structurel que nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que s'endetter pour du cosmétique, ce n'est pas la solution. Il faut s'endetter intelligemment pour investir dans les secteurs qui sont capables d'acheter une plus-value, capables de rembourser la dette sans hypothéquer l'avenir des générations à venir. Alors, on va parler politique. Et sur les questions politiques, on va parler de 2 sujets principaux majeurs, de des événements majeurs qui ont eu lieu plutôt dernier trimestre de 2025. Il y a eu d'abord la présidentielle et ensuite les législatives. Alors, pour ce qui concerne la présidentielle, elle a été remportée par le président Alassane Ouattara avec une très large majorité. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a choisi de ne pas participer. Quelle lecture stratégique vous faites de ce choix et comment vous analysez ce scrutin électoral tant du point de vue de la légitimité politique que du fonctionnement démocratique? Vous savez, il faut déjà corriger, on n'a pas choisi de ne pas participer. On nous a exclus. On a déposé notre dossier de candidature à la présidentielle. Oui, les autorités vous rétorqueraient que le candidat que vous avez choisi n'était pas éligible. Du coup, les Ivoiriens peuvent se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu choisir un autre membre du parti? C'était pas le parti au pouvoir, ne choisirait pas les autres candidats dans tous les partis d'opposition qui ont engagé une élection. Autant laisser le RDB choisir ses adversaires potentiels. Non, nous avons un candidat. Oui. Oui, il faut qu'on soit caché aux libertés et à la démocratie. La démocratie, c'est pas un luxe. On construit pas un État solide sans démocratie. Mais dans la démocratie, il y a aussi la justice, le pouvoir judiciaire. Donc, qu'est-ce que vous dites aux responsables du processus électoral qui vous disent que finalement, ce qui a empêché votre candidat de se présenter, donc qui a empêché votre participation, c'est le fait que il était sous le coup. Je vous donne 2 exemples. Une des raisons pour lesquelles on a interdit au président Gbagbo de se présenter, on dit qu'il est condamné pour 20 ans pour le braquage de la BCEAO. C'est qu'est-ce ça? Vous savez, les règles pour être candidat à l'élection présidentielle sont les mêmes règles pour être président d'un parti politique. Donc pourquoi la même loi permet au président Laurent Gbagbo d'être président des partis politiques? Parce qu'on a un récépissé. Et quand vous faites votre parti, vous déposez les tests et l'organigramme au ministère de l'Intérieur. Et on vous délivre un récépissé. Donc, la justice ivoirienne admet le président Laurent Gbagbo comme président du parti politique. On ne peut pas être président du parti politique, je parle de ses droits civiques. Oui. Donc, il a des droits civiques pour être président du parti politique. Il n'a pas de droits civiques pour être candidat à l'élection présidentielle. Ça n'a aucun sens, en fait, en vérité. Et on a plusieurs courriers chez nous, au PACI, que le gouvernement nous a adressés au président Laurent pour montrer président du parti politique. Mais est-ce que quelqu'un qui est privé de ses droits civiques président d'un parti politique? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais prendre un exemple, c'est sur les parrainages. Parce qu'on dit qu'on n'a pas rempli les parrainages, ça vous fait sourire. On nous dit qu'on n'a pas rempli les parrainages. Et quand vous faites les parrainages, vous les déposez,
auprès de la CEI. Et ce sont eux qui vous disent que non, c'est pas les parrainages. On vous dit jamais pourquoi. On vous dit jamais quel parrainage n'a pas été à la hauteur. En fait, vous n'avez aucun moyen. Et vous, si vous lisez la décision du Conseil constitutionnel, ils disent quoi? Parce que la loi dit quoi? Que vous avez 3 jours pour remplacer les parrainages. Elle nous dit, vous n'avez pas rempli les parrainages. Mais on va pas vous donner 3 jours parce que les 3 jours ne suffiraient pas pour que vous puissiez corriger. Donc, c'est pas la peine de n'être pas candidat. Comment on peut préjuger de notre capacité à régler le problème en 3 jours? C'était la même chose pour Assalé Tinoko aussi. Peut-être qu'on a une base de données, bon, on a des parrainages, il suffirait juste de remplacer ceux qu'on estime défaillants. Mais on a préjugé de notre capacité à régler la question des parrainages. On nous a dit, vous n'êtes pas candidat. Parce que c'est 2 raisons fondamentales pour lesquelles nous ne sommes pas candidats. Non, on peut pas dire qu'on a peu écouté. On a parcouru la question pour recueillir des parrainages. On a déposé la candidature du président Touré Gbagbo. Quand on a été acquitté crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale, on peut pas finir en bois du bois et puis on nous impose. Moi, j'ai dit pour être cohérent, donc je voudrais peut-être mettre le président Gbagbo plus pour que ce soit cohérent. Parce que quand on est condamné à 20 ans de prison, on ne reçoit pas cette personne-là au palais présidentiel. On n'invite pas cette personne dans la fondation Félix Aubagné pour la recherche de la paix, pour faire ami-ami. Donc, il faut que la justice soit cohérente. Mais c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est la première chose. On n'a pas refusé. Et parce que pas l'élection présidentielle, on a déposé nos tous. Et on a été exclu de la présidentielle. On a qui on a choisi. Donc, on sait pas. Voilà, mais je voulais juste corriger le fait que on n'a pas décidé de boycotter. Et c'est la cause de la législative. Non, mais je sais que c'est la question qui va suivre. Oui, mais avant le législatif, est-ce que vous répondez aux personnes qui disent, mais justement, pour éviter que votre parti soit dans l'impasse, vous avez un cadre de votre parti qui avait vu venir l'impasse et qui a décidé de se présenter. J'ai pas eu de cœur avoir dommé. Mais pourquoi justement après que lui, sa candidature était à cette partie, n'ait pas fait bloc derrière lui, justement? Quel était son pourcentage à cette élection? Le pourcentage pourrait s'expliquer par le fait que votre parti était boycotté. Sinon, si on avait soutenu, il aurait gagné, c'est ça? Ça aurait été possible. C'est que la majorité des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec le plus sur les pour actuel. Si on estime que, si le PAC avait participé, avait soutenu le Dr Bato, il aurait gagné, ça veut dire que les militants du PNL, il aurait eu plus de chance. Il aurait gagné. Quand on va à une élection, c'est pour gagner. C'était une éventualité, une plus. Non, mais non, je passerai l'élection. En fait, le deuxième, ça compte pas. Il n'y a pas une place pour le deuxième quand on va à une élection. Donc, quand on va à une élection, c'est pour gagner. Donc, c'est pour ça qu'avant de s'aligner dans les statuts blocs, qu'on s'assure que les conditions d'une élection libre, démocratique et transparente sont réunies. Tous ceux qui ont fait l'impact sur les conditions de l'élection pendant l'élection, ils se sont trahis eux-mêmes. Parce qu'après, ils ont cherché les coups coupables de mes défaites. Comprenez? On ne veut pas l'impasse sur les conditions d'une élection libre, démocratique et transparente. Parce qu'il n'y a pas le deuxième passe dans une élection. C'est le premier qui dirige, le deuxième il est en opposition. Donc, quand on fait une élection, c'est qu'on s'est assuré du fait que si on gagne, notre victoire nous sera reconnue. C'est pour ça que nous, on est étonnés quand les gens parlent aujourd'hui. Parce que quand nous, on menait ce combat-là, pourquoi on a des élections, les gars se moquaient de nous, on nous disait qu'on faisait de la surenchère. Quand on se plaignait du fait de la composition de la CEI, c'était nous disait qu'on faisait de la surenchère. Quand on se plaignait de la liste électorale, on a des femmes qui ont 500 enfants, qui accouchent 3 enfants le même jour dans 3 maternités différentes, dans 3 villes. Les gens nous disaient qu'on faisait de la surenchère, mais c'est des choses qui existent sur la liste électorale. Donc pourquoi tous ceux qui voulaient aller à ces élections-là ne nous ont pas soutenus pour qu'on puisse toiletter la liste électorale? Pourquoi quand on a posé la question de l'audit de la liste électorale? Le président de la CEI semblait dire que les exemples que vous mentionnez, justement, étaient marginaux par rapport à la liste électorale. Est-ce que vous avez des éléments qui attestent que ces anomalies-là sont de nature à décrédibiliser la liste? C'était toujours donner des options. On a une liste électorale où on a 8 millions d'électeurs. C'est ça, non? Nous, on a trouvé 2 millions d'électeurs qui n'ont pas les conditions d'être présents sur la liste électorale. 2 millions. 2 millions. Est-ce qu'il y avait des droits de recours que vous avez? Est-ce que vous pensez que c'est si? Mais bien sûr, on a audité la liste électorale, on a déposé nos documents, à la fin, ils nous ont promis de nous rappeler. Ils nous ont jamais rappelé. L'article 8 du code électoral dit quoi? Et quand vous êtes présent sur la liste électorale, il doit avoir la mention du nom de votre père et de votre mère. On a des gens sur la liste électorale, soit il n'y a pas le nom du père, soit à part le nom de la mère, ou soit il n'y a même pas le nom d'un des 2 parents. Nous ne disons pas que il faut exclure ces personnes de la liste électorale, il faut faire un audit. Peut-être que ça peut être une erreur. Donc on peut dire, monsieur Mian, sur la liste électorale, il y a le nom de votre père qui monte. Vous venez vous corriger. Ça nous aurait coûté quoi? D'élever toutes ces erreurs-là, même marginales, avant d'aller aux élections. Quand vous avez sur la liste électorale, madame Kwasi Aya, qui a 500 enfants, c'est marginal.
Quand on a sur la liste électorale une femme, comme je vous le disais, qui accouche 3 enfants le même jour dans 3 maternités, dans 3 villes différentes, c'est marginal ou pas? Mais nous, on paye pas M. Kibia pour qu'il nous serve des heures marginales, on paye pour qu'il nous rende un travail excellent. Donc, quand on est employé, parce que M. Kibia, peut-être que souvent, il pense que c'est lui qui nous rend service. Nous, on n'a pas service. Il est payé pour faire un job. Et quand ton job est mal fait, que ceux qui te payent te disent que le job est mal fait, tu leur dis pas que, parce que nous, son travail en entreprise, quand ton patron te dit, vous dit, monsieur Mian, écoutez, le travail n'est pas bien fait, vous lui dites pas, les erreurs sont marginales. Parce qu'il vous paye pour lui rendre un travail excellent. Donc, moi, on le paye pour nous rendre un travail excellent. Donc, il y a 2 choses. Soit, il est complice, soit il est incapable. Et dans les 2 cas, c'est grave. Donc, oui, nous pensons que, au moment où le PPAC menait le combat, pour qu'on ait une liste électorale coditée, pour qu'on ait un fichier électoral exemplaire, il aurait fallu que toutes ces personnes nous soutiennent. Mais on a demandé que nous, on faisait de la surenchère, nous, on faisait des radicaux, et puis après qu'on va aux élections, on a 1%, et qu'on dit, j'ai perdu parce que le PPAC ne m'a pas soutenu. Mais nous, militants, veulent passer par des élections comme des faits ballons. Oui. Et cela me permet d'aborder le sujet où, vous voyez, quand on mène le combat, les conséquences, en général, le PS des assous, en général, 1600 personnes en prison. Vous voyez comment les partis ont parlé? Combien les partis ont parlé? Pourtant, c'est pas le PPAC seul qui a mené ce combat. Aujourd'hui, c'est nous, on met les avocats à la disposition des gens. C'est nous, on s'occupe des familles. Tout le monde est passé à l'élection législative. Tout le monde a basculé sur l'élection législative, c'est ça. Comme des petits pains, donc tous les partis ont couru pour avoir son petit groupe parlementaire, pour avoir des financements. Aujourd'hui, qui s'occupe des gens qui sont en prison? Ce sont les Ivoiriens conclus dans le combat de l'opposition. Mais pourquoi quand on mène le combat et qu'il y a des retombées négatives, on rend, c'est le PPAC ceux qui doit gérer ça. On devait gérer ça tous ensemble, non? Donc aujourd'hui, on sort des élections législatives, on a dit, bon, on a nos députés, on place nos groupes parlementaires. Et ça, c'est un autre sujet. Et parce que, justement, lors de ces élections-là, encore une fois, le RHDP a obtenu une majorité qu'on va qualifier d'écrasante. Donc, a conforté sa position au Parlement. Et là, pour le coup, peut-être vous allez accepter un peu mieux la notion de boycott. Non, même pas. Je vous donne des exemples simples. Oui. Est-ce que vous savez, M. Mian, que le mandat de député a été écouté de 3 mois? Mm-hmm. Je vous laisse vérifier. Le mandat de député a été écouté de 3 mois. Il devait prendre fin au autour de mars et que tu es mars. Et donc, les députés avaient été informés, il a été... Non. Est-ce que d'accord sur le principe des avocats que le mandat a été écouté de 3 mois? Si le mandat devait prendre fin en mars, ça veut dire que les élections législatives devaient avoir lieu en mars. C'est vrai ou c'est faux? Mais ils ont été, ce que je veux relever, La loi dit, il y avait élu pour 5 ans. Donc, votre mandat prend fin en mars. C'est ce que la loi dit. Et, tellement que, ça n'a aucun sens que ce qu'on a dû faire. On a dû payer les députés 3 mois de salaire. C'est ce qu'on a déjà payé 3 mois de salaire pour obtenir l'organisation des élections en décembre. Mais comme ils avaient déjà une majorité écrasante dans l'autre assemblée nationale. Donc, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi on a écouté le mandat des députés? Pourquoi on a pu payer des gens 3 mois et rien fait? C'est de l'argent public. Parce qu'on paye les gens 3 mois, ils vont en vacances avec leur famille, et puis on paye les gens 3 mois pour venir à l'Assemblée nationale. Donc, c'est dit qu'en l'espace là, on a perdu 3 mois de salaire pour 255 personnes. C'est ça qui est vrai. Donc, si on multiplie les émoluments des députés, multiplié par 255 députés, ça fait combien? On a mis là juste parce qu'on voulait organiser les élections en décembre. Ça ne coûtait pas d'attendre masse. Les personnes, si on attendait masse, qui bien n'organiserait plus les élections parce qu'ils mis pas en décembre. Parce que selon la loi, il a fini, le montage du président de la CEI, c'est 6 ans non renouvelé là. Et ça finissait en décembre. Donc, après, c'est ça la même chose. Non. Moi, je vote des pistes. Moi, je lance pas de gorilles. Mais j'ai dit, ce que je sais, c'est que si on faisait les élections en masse, elles seraient pas organisées par M. Kubien. Est-ce que, justement, sur le PPAC avait décidé non, justement, je vous explique. Ce qu'on a fait, c'est qu'à l'issue de notre comité central, le comité central a arrêté le fait qu'on saisisse le ministre de l'Intérieur pour demander que la date initiale de la législature soit respectée. Ce que nous avons fait. Et puis, on nous a envoyé balader. Vous comprenez? Mais nous, on a des mois, on a des gens qui sont en prison. On peut pas cracher sur ces gens-là. Et puis dire qu'on va aux élections dans des conditions qui nous connaissent avec les mêmes listes électorales et tout ça. Notre volonté était de participer, le président était pour qu'on y aille. Mais quand on a des gens qui sont premiers vifs à Nayo, quand on a des familles qui cherchent les enfants, qui sont portés disparus, comment vous verrez, comment vous partez? Vous allez dire que nous, on aurait eu un candidat à Nayo, au PPACI. Et quand il serait parti des gens qui ont voté que moi, en fait. Alors que, il y a des femmes enceintes qui étaient brûlées, il y a des gens, il y a quelques jours, il y avait des corps qui s'agnaient là. Qu'est-ce qu'on veut construire? Surtout que, légalement, on pourrait faire les élections en masse. Comprenez? Donc, il y a des gens qui ont un décès, qui sont en train d'accomplir. Mais nous disons qu'au PKCI, nous avons fait le choix
de mettre le peuple au centre de nos préoccupations. Et ça nous coûte beaucoup. Mais c'est un choix idéologique que nous assumons, mais pleinement. Nous avons décidé d'être aux côtés du peuple en toutes circonstances. Et ça nous faut aujourd'hui d'avoir des gens en prison. Ça nous faut aujourd'hui d'avoir des camarades en exil. Mais c'est un choix que nous assumons. Nous pensons qu'on n'a pas le droit de liquider nos convictions politiques ou lider des transporteurs politiques. Bon. Et c'est ce qu'on est habitué à faire preuve de dignité et de fermeté dans les marques politiques ne comprennent pas. Mais nous, justement, comme on parlait du babouisme, c'est ça le socle du babouisme. Fidèle à ses principes. Ils pourront vous opposer le fait que, si finalement vous aviez participé et que vous aviez quelques sièges, c'était aussi un moyen de faire prévaloir votre voix au sein d'une institution clé de la République. Ça, c'est une telle réponse. Mais là où tu pourras ça, parler, rien, il faut bien expliquer. Le règlement de l'Assemblée nationale n'y fait aucune obligation au président de l'Assemblée nationale d'inscrire à l'ordre du jour des débats une préoccupation d'un groupe parlementaire ou d'un député. C'est ça, vous le savez. Ça veut dire que, aujourd'hui, le groupe parlementaire PPACI fait faire une proposition de loi qu'on dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale n'a aucune obligation de soumettre cette question en débat. Aucune. Dans la mandature passée, le PDC avait quoi, environ 80 députés, non, je ne me trompe pas. Ils ont passé quoi à l'Assemblée nationale? Sinon, rien de bizarre à 80, c'est pas tellement qui vont que c'est comme ça. C'est la structure, monsieur. Si on ne change pas structurellement, si mon vieux, bon, soit 1000 députés à l'Assemblée nationale, si vous déposez ça sur le bureau de Patrick Haché, qui jette votre dossier, ça ne va nulle part. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand on parle de liberté publique et individuelle, quand on parle de démocratie, il s'agit de choses. Ce n'est pas les hommes. Parce que souvent, on assimile, on nous dit, vous n'aimez pas, et c'est même une question. Moi, par exemple, j'ai aucun problème avec le chef de l'État. Tu n'aimez pas de ma génération. Quel problème pourrais-je avoir avec lui, en fait? Mais pour nous, on a envie de vivre dans un État qui respecte les libertés publiques et individuelles. Et c'est une demande qui n'est pas négociable. On a envie de vivre dans un État démocratique. Comme vous dites, par exemple, comment est-ce que ce voyage dans cette université étrangère ont structuré la pensée politique? Moi, ça m'a rendu jaloux. Oui, moi, je suis allé en Allemagne, en France, en Belgique. J'ai vu comment ça discute politique. J'ai vu comment les élections sont organisées. C'est démocratique, c'est beau. Comment après les débats, quelqu'un gagne, on investit, on passe à autre chose. Et puis la vie politique est dynamique. Comment de nouveaux visages arrivent sur le devant de la scène. Mais c'est ça la démocratie. Et ça profite à tout le monde. Donc même les militants du KRDR, ils ont intérêt à ce qu'il y ait la démocratie. Parce que si demain quelqu'un prend le pouvoir qui n'est pas d'accord avec eux, il peut se retrouver comme nous aujourd'hui en prison, en exil. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Donc en principe pour nous, tout le monde devrait nous aider à asseoir un État libre, démocratique et transparent. Et puis si on perd les élections dans ce cas-là, celui qui est choisi par le peuple, il gouverne et puis il n'y a aucun problème. Mais quand les élections sont organisées dans ces conditions-là, quand vous voyez des gens qui font 100% d'élections législatives, c'est-à-dire que 100%, personne n'est mort, personne n'est allé en voyage, personne n'est devenu malade, et qui est 100%, est-ce que vous-même, ça vous semble raisonnable? Démocratiquement. Qui est lui est 100% législatif. C'est que ce jour-là, toutes les personnes présentes sur la liste électorale là, personne n'a déménagé, personne n'a voyagé, personne n'a tombé malade. Ah. Oui. Bon, c'est ça notre combat. Notre combat n'est pas dirigé contre quelqu'un. Notre combat n'est pas dirigé contre un groupe ethnique. Notre combat n'est pas dirigé contre une religion. Notre combat, c'est pour plus de démocratie. Notre combat, c'est pour plus de liberté publique et individuelle. Et nous payons le prix, justement, de cet engagement-là. Oui. Nos amis sont en prison aujourd'hui. 1600 sont restaurants. Peut-être souvent, on nous dit, je dis ça sur les réseaux, le PKCI a abandonné les gens en prison. Mais pourquoi on ne dit pas telle personne a peut-être parti abandonner les gens en prison? Pourquoi tout le monde, ça le PKCI? Oui. Mais bon, c'est parce qu'on sait que les gens font beaucoup d'espoir en nous. Et ça donne des responsabilités. On a sur le fait de se battre pour nos camarades. On leur envoie des avocats qui sont du parti. On les soutient comme on peut. Mais on accepte ça. C'est pas une fatalité. C'est le prix à payer pour gagner avec nos convictions. Parce qu'on peut gagner sans nos convictions. Hein. C'est possible. On peut faire le choix de la facilité, comme certains l'ont fait hier. On peut faire le choix de vendre nos idées. Mais on peut faire gagner avec nos convictions. Et on va gagner avec. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais ce rêve de voir une Côte d'Ivoire démocratique, où les ethnies se respectent, où les religions se respectent, où les populations vivent en harmonie, ce rêve-là, on le chérit et on se bat qu'il se réalise. Très bien. On va passer maintenant à un autre chapitre, qui est la place des jeux. On avait parlé un peu, oui, vous avez mentionné
les réformes qu'il y a eu au sein de votre parti, mais presque des jeux les projections. Face à une classe politique qui est marquée par des figures historiques, la jeunesse ivoirienne aspire à un renouvellement des élites politiques. C'est une thématique qui est souvent mise sur la table. Comment, selon vous, la Côte d'Ivoire peut intégrer plus efficacement les jeunes leaders politiques dans l'arène institutionnelle? Au-delà de votre parti, Vous savez, moi, je peux, ces jeunes qui demandent à être intégrés, ils sont où? Ils sont où, en fait? Parce qu'on ne viendra pas vous chercher chez vous pour dire, venez, on vous intègre. Fait que les places ne se donnent pas, c'est gagne. Là, quand on vient d'intégrer, on ne prend pas au débat politique. Comprenez? Mais je pense que là, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème d'intégration des jeunes en critique. Même qu'on peut pas pourquoi? Il y a des jeunes qui occupent des responsabilités. On a, aux gens un peu plus âgés, mais les Touré Madou, ils sont là. On a eu des Abderrahman, c'est pas Sangaré, d'autres qui occupent des cantons. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de démocratie. Vous savez pourquoi les jeunes n'ont pas? Parce qu'en général, les jeunes ont moins d'argent. Et ils ont moins de connaissances. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, les élections en Côte d'Ivoire, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. C'est comme moi qui le dis, je cite mon ami Atu Banga qui a fait la meilleure expérience à Basso. Donc, c'est sûr qu'ils ont l'argent qui caille. Et en général, c'est connu que les jeunes ont moins d'argent. Est-ce que eux, ils volent moins, oui, on n'a pas la possibilité de voler que les autres. Donc, on n'a pas un problème de jeunes d'intégration de chez. Des jeunes avec qui moi je discute, ils ont des ambitions, ils ont envie de s'engager en politique. Mais quand vous pensez qu'une élection va coûter 200 millions, vous en avez ça. Une élection dans une petite commune, il va coûter 50 millions, vous en avez ça. Et puis, vous avez un adversaire, alors que vous allez vous endetter, demandez à vos proches de vous aider, ne serait-ce que réunir 10 millions, vous avez un adversaire qui est ministre ou bien qui est ici, c'est là qui arrive avec des mamites à son effigie, des motos à son effigie, vous faites comment? Donc c'est pas la question, c'est pas l'intégration des jeunes qui est le problème. C'est structurel. Il nous faut de la démocratie. Il faut le plafonnement des dépenses de campagne. Comme c'est le cas dans toutes les démocraties. Comment vous verrez que les jeunes, bon, est-ce que finalement, une des solutions pour contourner ce problème, ce serait pas que les jeunes puissent avoir plus de place en Chine, les plus importantes, au plan national aujourd'hui, et que ces machines-là soient une sorte de coussin, même financier, pour les appuyer, justement, dans leur campagne. Est-ce que le système démocratique que nous avons encourage les jeunes à s'intéresser à la politique? C'est la question qu'il faut se poser, non? Aujourd'hui, quand vous parlez de politique, vos parents vous disent, tu vas aller en prison. C'est ça la question, quand vous commencez à parler politique. Quand vous travaillez dans le politique, vous commencez à parler politique, on vous dit, est-ce que tu sais ton patron de quel parti politique? Parce que c'est ça. Donc, pour que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique, parce que les jeunes ont envie de parler. Mais quand tu es jeune comme celui que tu parles, tu fais quoi? On te accuse des terroristes, tu te retrouves en prison. On te met au bâtiment C. Le bâtiment des flics criminels. Voilà. Donc, quand on a des jeunes qui sont emprisonnés parce qu'ils s'intéressent à la vie publique, parce que moi, j'appelle même pas ça de la politique, j'appelle ça s'intéresser à la vie publique. C'est-à-dire à la gestion de son pays. Et que on leur dit de se taire. Comment vous voulez que les jeunes s'intéressent à leur pays? Maintenant, il y a qui les plus téméraires. Quand nous êtes là, ils pourront dire, bon, écoute, on le fait, et puis, elles viennent que pour nous. Sur les jeunes ivoiriens ont envie de s'intéresser à la politique. Vous savez, il y a un jeune qui a sorti une chanson qui tourne beaucoup sur TikTok. Je crois que c'est Tino Benzopo. Mais allez voir la traîne. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'on parle parce que tout qu'on peut pas tous nous tuer, pas tous nous mettre en prison. Et cette traîne là, elle est reprise par exemple par beaucoup de jeunes, donc 20 ans, 25 ans. Donc, il y a une véritable volonté des jeunes de s'exprimer. Mais ils ont peur de se retrouver en prison. Ils ont peur que les encavrés débarquent chez eux. C'est ça qui est la réalité. Donc, il faut pas poser le problème de la part des jeunes politiques. Il faut réformuler la question. Est-ce que le système politique que nous avons aujourd'hui, est-ce que le système démocratique que nous avons encourage les jeunes à s'engager en politique? Ça, si on pose la question ainsi, on aura un début de solution. Mais j'avoue que si j'avais 20 ans, dans ces positions, je ne m'intéresserais pas à la politique. Alors, à titre personnel, comment voyez-vous davantage, plutôt comme un homme de l'ombre ou un acteur politique de premier plan à moyen terme? Parce que c'est vrai que, qu'on vous voit beaucoup, vous portez un peu l'idéologie du parti, c'est de faire de la pédagogie à ce sujet. Mais est-ce que vous ambitionnez à moyen terme, par exemple, de briguer un mandat électif ou vous êtes plutôt un homme de... Seulement, je suis à la disposition de mon parti. Oui. Voilà, c'est ça. Et je le dis souvent, je dis, quand je vais sur
nous ne suivez pas dans les médias, je me dis, c'est pas moi, en fait. C'est-à-dire que quand on me sollicite, je renvoie la décision au parti. Et c'est le parti qui dit, vas-y, en fait. Donc, je suis jamais dans une logique de promotion, personne de promotion individuelle. C'est le parti, par exemple, sur les médias, où les gens avaient l'habitude de me voir sur les médias traditionnels, c'est le parti qui m'y envoie. Je vous assure que j'ai même pas le numéro ni des organisateurs, ni des présentateurs de ces médias-là, ni des porteurs de la télévision. C'est le parti qui m'appelle, bon, on a été sollicité pour une émission, tel jour, telle heure, c'est le parti a décidé que c'est toi qui aille, et puis j'y vais. Donc, moi, je suis à la disposition de mon parti. Mon parti estime à un moment donné que, il faut que j'y aille, je vais défendre les couleurs du parti. Ça veut pas dire que j'ai pas d'ambition personnelle, ce serait mentir. On fait pas en politique, sans avoir d'ambition. Mais il faut que ces ambitions-là rentrent dans le cadre du parti. Très bien. Donc, il n'y a rien en vue en ce moment. Est-ce que le parti a des vues? Peut-être. Très bien. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes cadres africains qui hésitent à s'engager politiquement, ce serait quoi ce message aujourd'hui? Les hésitations pour donner le dirigeant pour nous. Est-ce que vous avez un mot au-delà de cette question de... Non, mais en fait, tout est dit, en fait. Si vous hésitez, vous aurez les délais de votre place qui seront en politique, qui vont prendre les décisions pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous hésitez, oui, parce que il faut pas faire comme si c'est facile. C'est pas facile du tout. Parce que quand on s'engage en politique, on risque son petit confort, parce que tout le monde veut avoir son petit confort. Moi, il y a des choses que je peux me permettre aujourd'hui. Je peux me permettre de sortir avec mes amis, je peux me permettre d'aller, je sais pas quoi, en boîte. Peut-être ça me plairait bien, mais je peux pas, je suis obligé d'avoir c'est des modes de vie, mais je me les pose compte du fait que j'estime que la Côte d'Ivoire qui nous aspire à construire vaut tous les sacrifices. Donc, tous ces jeunes Africains qui sont formés, qui sont instruits, qui hésitent, qui préfèrent travailler à leur petit confort personnel, c'est ma femme, mes enfants, notre petite famille, les scolariser dans les bonnes écoles. Mais sachez que demain, quand ça s'écarte, votre confort, il disparaît du jour au lendemain. On a vu en Côte d'Ivoire ici des grandes familles, des gens qui avaient des situations, et puis du jour au lendemain, ils ont tout perdu, ils se sont retrouvés à la rue. Alors que quand on a un état démocratique, vos acquis restent vos acquis. Okay. Donc, il faut s'engager en politique. Et je pense que ce discours-là, il est partagé par tout le monde. Je pense que j'ai vu tous les semaines vidéo d'Ahmed Bakayoko qui disait la même chose, qu'il faut s'engager et tout. Donc, c'est un discours qui, pour moi, doit être compris. Mais après, il faut que nos gouvernants, assainissent le milieu politique. Si on veut que les jeunes y viennent, mais peut-être qu'eux aussi n'ont pas intérêt à ce que ces jeunes-là y viennent. Donc, quand vous croisez des gens qui font tout pour ne pas que vous vous intéressez à la politique, peut-être que c'est ce que devez faire passer. Mon plan, on essaie de m'éduquer, de faire quelque chose en général, je pense que c'est bon plan. Donc, si vous avez des gens qui mettent des bâtons dans les roues, qui vous dissuadent de vous engager en politique, peut-être que c'est vers ça qu'il faut aller, parce que c'est la politique qui, au jour le jour, décide de votre emploi, décide de la qualité des écoles que vous avez fréquentées, qui décide de votre rémunération. Il faut s'engager. Merci, Monsieur Rago. Je vais vous laisser donner un mot de fin au terme de cette entrevue. C'est moi qui vous remercie déjà pour l'invitation. Ça, vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut qu'il y ait des médias alternatifs. Parce que la démocratie s'est nourrie de médias, la démocratie s'est nourrie de débats. Donc, il faut d'abord à vous encourager à votre média. Il souhaitait que il devienne beaucoup plus puissant, mais qu'il soit aussi pluriel, qui donne la parole à tout le monde. Nous, on est les enfants de Babou, on n'a pas peur du débat. On n'a pas peur de la confrontation d'idées. Ce sont les autres formes de confrontation qui nous font que la confrontation d'idées, on est préparé à débattre avec n'importe qui, si n'importe quel sujet, qu'importe le jour. Donc, donnez la parole à tout le monde, écoutons tout le monde. Et puis, travaillons à ce que les médias soient véritablement le quatrième pouvoir. Donc, je tenais déjà à vous encourager pour l'investissement personnel, tous les efforts. Ce que je tenais à dire, c'est que la Côte d'Ivoire a du potentiel. Ceux qui sont au but chrétien ou musulmans, on continue de dire que la Côte d'Ivoire est des pays bénis. La Côte d'Ivoire a du potentiel. Elle a du potentiel de faire service. Elle a du potentiel de par ses ressources économiques. Elle attend d'avoir un dirigeant futuriste. Et des gens qui pensent à la Côte d'Ivoire de Témé. Un dirigeant qui ne pense pas à son corps, qui ne pense pas à son temps, qui ne cherche pas à faire du rattrapage. Il nous faut un dirigeant qui pense à construire une nation multiculturelle, une nation multireligieuse, mais une nation de compétences où on valorise la compétence, où on valorise le mérite, où on valorise le travail, où on ne recommence pas ses copains.
La Côte d'Ivoire attend un dirigeant qui va la faire entrer dans la modernité. La modernité, c'est un État démocratique. Un État où les libertés publiques devaient être respectées. La Côte d'Ivoire attend un dirigeant qui va accompagner les chefs d'entreprise, les PME, les soutenir parce qu'il faut bâtir, nous l'avons dit, les champions nationaux. Il faut une économie forte. Si nous sommes forts dans l'UEMOA, nous hommes d'affaires doivent dominer le marché de l'UEMOA. C'est ce qui est logique. Mais il faut une décision étatique qui encourage cette entreprise-là. La Côte d'Ivoire attend un dirigeant qui va respecter les libertés publiques, va respecter ceux qui s'investissent pour produire la richesse qui nous permet de faire fonctionner l'État. Et nous pensons que au niveau du PVACI, nous avons les idées et les sommes pour répondre aux besoins de cette Côte d'Ivoire-là. Nous avons un programme de gouvernement chiffré, réaliste, opérationnel. Nous avons des cadres compétents qui ont déjà fait leur preuve, soit dans la gestion de l'État, soit dans des relations internationales qui sont prêts à assumer ce rôle. Mais il faut juste qu'on puisse asseoir des conditions d'une élection démocratique et transparente et laisser la souveraineté que, comme disait Rousseau, il faut faire en sorte que la souveraineté du peuple ne soit pas aliénée. Et si on ne veut pas l'aliéner, il faut nous bercer et puis faire des élections démocratiques et transparentes. Très bien. Merci pour cette conclusion. Mesdames et messieurs, c'était le premier épisode de Point de vue, l'entretien, votre nouvelle rubrique mensuelle qui donnera la parole à un acteur politique d'envergure nationale afin de susciter le débat, susciter la réflexion et d'avoir des clés de lecture, des grilles de lecture nouvelles. Vous allez nous retrouver également avec Point de vue, le débat. Il sera un autre rendez-vous qui parlera cette fois-ci de l'actualité politique, que ce soit en Côte d'Ivoire comme en Afrique de manière générale et sur les sujets également géopolitiques qui peuvent impacter le continent. Nous sommes heureux que vous ayez suivi cet entretien. Merci encore pour votre écoute et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode.